On a quelques-uns, quoi qu'il en soit. Faites-le savoir haut et fort à la fin de cette session. On vous en amènera la prochaine fois, de façon à ce que si vous venez régulièrement, vous puissiez en avoir un. Quoi qu'il en soit, nous en sommes à peu près en page 6, c'est-à-dire que nous avons vu jusqu'à maintenant tout ce qui concerne les préparatifs à la pratique, et nous sommes rentrés dans le corps à proprement parler de la pratique. Donc, si jamais vous avez raté des séances ou si vous avez des trous, reportez-vous au tableau synoptique, les 6 premières pages, et vous aurez ce qui vous manque. Parce qu'il y a des gens parmi vous qui viennent pour les premières fois et parce que ça constitue vraiment le corps principal de ce que nous étudions en ces sessions cette année, on va reparler un petit peu de l'objet de méditation et de la façon de poser notre esprit sur cet objet de méditation. C'est quelque chose qui est très important, qui est fondamental, et il n'est pas inutile de le rappeler, même si certains d'entre vous l'ont déjà entendu auparavant. Parce que l'entendre une fois comme ça et avoir une compréhension intellectuelle, ça n'est pas suffisant, c'est quelque chose qu'il faut répéter, voir et revoir encore, expérimenter ce que l'on a compris de ce que l'on a entendu, réécouter une explication et de façon à comparer de façon permanente, parce qu'il est difficile les premières fois d'avoir une compréhension à 100% de ce phénomène, c'est très rare, et même les moines, lorsqu'ils étudient dans les monastères, ils ne se contentent pas d'étudier un sujet et de l'entendre une fois, ils l'étudient, ils en discutent philosophiquement, ils en discutent avec leur maître, ils leur reposent des questions, ils réfléchissent à nouveau, ils reméditent le sens, ils refont des disputations philosophiques, ils redemandent, etc., plusieurs fois de façon à avoir vraiment une certitude quant au sens de ce qui leur a été dit. Pour nous, c'est la même chose. L'entendre une fois, on en a peut-être une compréhension intellectuelle, mais ce n'est pas suffisant. Il faut le méditer, donc cette façon de se poser l'esprit que l'on a vu, recomparer notre expérience avec les descriptions qui sont faites, de sorte qu'on va être amené à en parler très souvent, presque à toutes les séances. Lorsque, lors des premières séances ou des premières sessions, lorsque vous entendez quelque chose de nouveau, vous avez énormément de doutes en vous qui viennent, que ça vous paraît difficile, que ça vous paraît pas clair, que lorsque vous essayez par votre expérience, vous voyez que ça marche pas du tout, que ça correspond pas, que ça colle pas, etc. C'est très bon signe. Ça veut dire que vous avez des prédispositions à acquérir des connaissances valides et sûres. Si au contraire, lors des premières explications, tout vous paraît limpide, qu'il n'y a aucun problème et que tout passe bien, c'est pas bon signe du tout. Encore une fois, le Bouddha a enseigné parmi toutes les images mentales que l'on pouvait choisir pour pratiquer la pacification stable. Il y en a énormément qui ont été enseignées par le Bouddha, mais celle que nous avons choisie cette année, c'est l'esprit lui-même, à savoir nous méditons sur l'esprit.
c'est courant de nous, mais c'est le détermination de nous, dans le cas de c'est courant de nous, mais c'est le détermination de Lorsqu'on parle de méditer sur l'esprit lui-même, il y a deux techniques de méditation sur l'esprit. Soit une qui consiste à méditer sur l'esprit en tant que vacuité, sur la vacuité de l'esprit, qui n'est pas celle que nous avons choisie, et une qui consiste à méditer sur la nature ultime, enfin sur la nature réelle de cet esprit, hors vacuité. C'est celle que nous avons choisie. 제가 관계한테는 라신 코로나는 돼요. 라신 코로나데 그래서 그런가. 싸움하지는데요. 싸움하지다. 그래서 제가 관계는 뭐 저는 관계는 라신을 돼요. 신 코로나 제가 돼요. 이때 신게 라신 코로나 중문에도 제가 관계는 돼요. 그러나 무도 나래 무요. 무 자식이 도트 나래 무인 되게. 도트도 무인이 그때 라신 되대요. 내가 되대요. 내가 되대요. 왜 신이 도야지요. 무슨 때나 얘네 그런게 모든 되대요. 스피티 나지는 뭐라도 이렇게 세대 나무 벌어서 되게 되고다 라신 만지 버지. 무도 나래 무요 봐마지 되대요. Quelle est-elle, cette nature réelle de l'esprit? Eh bien, c'est l'esprit dans sa nature réelle est dans un état où il est libéré de toutes les émotions perturbatrices et tous les voiles qui nous affectent habituellement. Bien sûr, à l'état habituel, à l'état normal, à l'état courant dans lequel nous sommes, nous n'avons pas la capacité de distinguer cet esprit dans sa nature absolue de tous ces voiles et de toutes ces émotions perturbatrices qui l'affectent. Mais c'est un petit peu comme un minerai d'argent, par exemple, une pierre de minerai d'argent. On sait que cette pierre contient d'une part de la pierre en elle-même, elle contient d'autre part de l'argent, et que dans sa nature, l'argent n'est pas mêlé à la pierre, ce sont deux choses distinctes, mais dans l'état de minerai, ces deux choses sont complètement inextricables. De même, dans notre état, nous avons d'une part l'esprit qui dans sa nature est libre de tous les voiles et de toutes les émotions perturbatrices, mais qui pour l'instant semble comme mêlé à toutes ces émotions perturbatrices de façon inextricable. Nemo pass Saje, and something to judge. And the government to the great quarters, and you see the common Nemo for the time in Mandiba City. So much there to some of that, not on your palace. And I'm going to do the idea of the top of the building. Maybe I can see a hair on this, I need the chance. Et de même que lorsque l'on fait fondre un minerai d'argent, on arrive à éliminer tout ce qui est le matériau pierreux et à garder l'essence, donc l'argent, ce qui nous intéresse. De même, nous pouvons en quelque sorte faire fondre cet esprit pour en extraire sa nature ultime. Le processus, c'est pas dans une fonderie, c'est ce qu'on appelle la pratique. C'est une pratique de trois éléments principaux, l'éthique, la sagesse ou la connaissance, et la concentration, la pacification stable. En pratiquant ces trois choses, on arrive à séparer ces éléments que sont les émotions perturbatrices, les voiles, etc., de l'esprit dans sa nature réelle, et à la fin, il ne reste plus que l'esprit dans sa nature réelle. À ce moment-là, on appelle ça éliminer toutes les émotions perturbatrices, éliminer les facteurs perturbateurs de l'esprit, ou atteindre l'état d'éveil, atteindre l'état de Bouddha, c'est la même chose.
On parle d'éthique, de pacification stable et de sagesse connaissante. Aujourd'hui, nous parlons donc de la pacification stable, c'est le point qui nous intéresse. Mais il est clair que pour que cette pacification stable se produise dans de bonnes conditions, il faut qu'auparavant on ait une bonne éthique. Sans cette base que constitue l'éthique, il est difficile de construire une bonne pacification stable. Quoi qu'il en soit, il est important donc de bien saisir quel est cet esprit donc dans sa nature. Saisir que dans sa nature, il est parfaitement pur et parfaitement vide. Parfaitement vide parce que il n'a pas de forme, il n'a pas de texture palpable, il n'a pas de couleur, il n'a rien qui puisse être appréhendé par un sens, de sorte que lorsqu'on appréhende cet esprit, on appréhende finalement rien d'autre qu'une sorte de vide absolu. Ça, c'est sa nature vide. Et il a aussi une nature pure parce que dans sa nature absolue, donc il n'est pas entaché de toutes ces émotions perturbatrices, de tous ces voiles qu'on évoquait tout à l'heure. Donc il est à la fois pur et à la fois vide. C'est ça. Souvenez-vous de l'exemple que nous donnions la dernière fois, l'exemple de la mousse sur la bière. Lorsque vous versez un verre de bière, vous avez de la mousse qui se forme sur la bière et petit à petit cette mousse se résorbe de sorte qu'il ne reste plus que rien, enfin juste un filet de rien sur la surface de la bière. Eh bien, l'esprit est un petit peu comparable dans cette nature. Lorsqu'on atteint sa nature réelle, c'est un petit peu ce qui reste lorsque la mousse s'est dissoute dans la bière. Il ne reste plus que ce filet de rien. C'est un exemple, c'est pas vraiment comparable parce que dans notre exemple, il reste quand même la bière qui est en dessous, qui a une couleur, il reste quand même un petit résiduel de mousse à la surface de la bière, donc c'est pas exactement la même chose, mais c'est un petit peu pour vous donner une idée de ce qui apparaît lorsqu'on appréhende l'esprit réellement. Comme on disait la dernière fois, on ne trouvera de toutes les façons aucun exemple qui soit vraiment, qui colle vraiment à 100%. On trouvera des exemples qui sont à peu près valables, mais jamais qui collent à 100% parce que ce n'est pas comparable. Quoi qu'il en soit, pour accéder à cet esprit donc dans sa nature absolue, il faut avoir apaisé toutes les pensées diverses et variées qui peuvent nous affecter de façon générale, parce qu'il est clair que si on est sous l'emprise de tout un tas de pensées variées, on ne peut pas appréhender donc cet esprit tel qu'on le décrit. Parce que dans l'état normal ou habituel de nos pensées, notre esprit est affecté de tout un tas de pensées qui vont et qui viennent dans tous les sens des pensées. On pense à ce qu'on a fait au passé, on pense à ce qu'on va faire au futur, on pense à ce qu'on est en train de faire au présent, etc. Donc on a tout un tas de pensées qui vont et qui viennent, un petit peu comme cette mousse sur la bière qui grossit au fur et à mesure où on verse la bière, ça fait un énorme machin à la fin.
Donc c'est lorsque l'on a apaisé toutes ces pensées qui vont et qui viennent en nous que l'on peut commencer à concentrer notre esprit sur l'esprit lui-même pour pouvoir accéder donc à cet esprit dans sa nature absolue. Tant qu'on n'a pas éliminé toutes ces pensées-là, on ne peut pas valablement poser l'esprit sur lui-même. Ceux d'entre vous qui pratiquent la pacification stable avec nous depuis un certain temps doivent avoir pris l'habitude de mettre en œuvre des techniques pour arriver à apaiser un petit peu ces pensées-là et arriver à avoir un esprit apaisé sur lequel se focaliser. Ceux d'entre vous qui sont moins au fait de ces techniques, c'est ce que nous enseignons ici comme étant le yoga du souffle. C'est une des techniques très pratiques pour accéder à cet état-là, ou aussi ce qu'on appelait la requête au lama. Donc lorsqu'on a fait une requête à son lama avec beaucoup de ferveur, on reste dans une sorte d'état d'esprit où il n'y a plus justement toutes ces pensées qui vont et qui viennent, mais qui reste plus qu'une sorte de paix vide dans l'esprit, qui est un bon passage vers cet esprit dans sa nature absolue telle qu'on veut le voir pour notre concentration. Et le but, c'est de garder une concentration le plus longtemps possible sur cet esprit dans sa nature absolue. Et la sensation, enfin le contact auquel on accède, c'est une sorte donc d'esprit qui est vide, un petit peu vide comme un ciel, mais une sorte de vide clair. Ça ne doit pas être un vide sombre, un petit peu comme lorsqu'on s'évanouit. Vous savez que lorsqu'on est sous l'emprise d'une très grande douleur, on perd conscience et il y a un moment où, au moment où on s'évanouit, notre esprit est vide de pensée et ensuite donc on tombe dans l'inconscience, on devient évanoui. Dans ce petit moment qui est le passage entre la conscience et l'évanouissement, où l'esprit est vide de pensée, on sombre dans un état sombre justement. Donc c'est pas quelque chose qui doit ressembler à ça. De même, lorsqu'on s'endort, il y a une période de passage où on est encore conscient, mais où l'esprit n'a plus de pensée particulière, une sorte de vide mental, et juste après on tombe dans l'inconscience du sommeil. Mais dans ce passage-là encore, notre esprit s'assombrit un petit peu comme s'il s'obscurcissait. Ce n'est pas non plus ça. Donc on a un état effectivement sans pensée qui est comparable à ce moment d'évanouissement ou d'endormissement, en ce sens qu'il n'y a pas de pensée particulière, c'est une sorte de vide, mais la différence notable, c'est que nous avons encore une conscience et que notre esprit est clair, il n'est pas sombre comme quand on s'évanouit. Et vous qui étiez là la dernière fois, souvenez-vous de l'exemple que l'un d'entre vous avait donné, comparant cet état un petit peu à une télévision lorsque on est sur une fréquence où il n'y a pas de chaîne, donc cette espèce de brouillard gris, quelque chose comme ça. Souvenez-vous de ces exemples qu'on donne ici, ça vous aide à vous fixer les idées.
Mais à moins d'être arrivé à des stades avancés de la pacification stable ou à la pacification stable elle-même, on aura beaucoup de mal à maintenir cet état, même si on y parvient pendant très longtemps. Sur les 9 stades que compte la pacification stable, c'est à partir du 8e, 9e stade qu'on commence vraiment à avoir un contrôle suffisamment développé notre mental pour pouvoir rester longtemps sur ces pensées-là. Au premier stade, là où nous en sommes, on va rester quelques instants et tout de suite, cette sensation, ce contact avec cet esprit va se perdre. Par exemple, au premier stade, notre contact réel avec cet esprit dans sa nature absolue, c'est une question de 1 seconde, pas plus, 1 ou 2 secondes pendant lesquelles on va avoir un contact avec cet esprit dans sa nature absolue, et tout de suite, on va perdre ce contact et être distrait ou être endormi. Ou alors donc on va être distrait, c'est-à-dire qu'on va se mettre à penser à autre chose, ou alors on va être engourdi, c'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure que l'esprit s'engourdit quand on s'endort, un petit peu la même chose pendant s'endormissement, notre esprit va un petit peu s'assombrir. En fait, au premier stade, c'est surtout la distraction contre laquelle on va devoir se battre, c'est surtout la distraction qui va advenir, c'est-à-dire qu'on va se mettre à penser à autre chose, c'est surtout ça, c'est ce problème-là qu'on va rencontrer notamment au stade 1 et 2. L'engourdissement, c'est un phénomène que l'on rencontrera aussi, mais qui se manifeste de façon moins évidente au premier stade. Lorsque vous aurez bien identifié votre mental, donc une image mentale sur laquelle vous voulez méditer, il faut qu'avant de commencer la session de méditation, vous utilisez votre mémoire pour développer en vous une forte détermination à pratiquer de façon efficace. C'est un petit peu comme quand on remonte une montre. Si vous avez une montre le matin, vous la remontez bien à fond, elle va tenir et tourner les 24 heures que va durer votre journée jusqu'au lendemain matin. Si simplement vous la tournez 1 ou 2 tours et que vous la mettez à votre poignet, elle va tenir quelques dizaines de minutes, 1 heure, et puis elle va s'arrêter. Pour la méditation, c'est la même chose. Notre mémoire a pour utilité à ce moment-là de nous motiver, de nous stimuler et d'acquérir une détermination à méditer de façon efficace. Et là, c'est un petit peu comme si on montait la montre à fond. Si au contraire, on a simplement l'intention de méditer, qu'on s'assied sans plus penser, eh bien, on remonte la montre de quelques tours et la méditation sera sans doute moins efficace. Mais si vous utilisez donc cette fonction mémoire de façon efficace pour bien vous stimuler avant de commencer à méditer, il faut aussi que vous ayez la vigilance en vous qui observe la méditation en cours de processus, de façon à ce que lorsqu'il commencera à y avoir une déviance, qui va arriver très vite, parce que dans les premiers stades, même si on s'est bien stimulé avant, même si notre fonction mémoire a été bien utilisée,
on ne pourra pas tenir plus de quelques secondes et on va commencer à partir à penser ailleurs. Et donc là, il faut que la vigilance soit là, la fonction de vigilance dans notre esprit, qui va repérer notre esprit en train de partir et qui va tout de suite mettre un blocage pour que l'on puisse ramener l'esprit sur son objet de méditation et continuer à méditer. Parce que si on n'a pas utilisé bien cette fonction mémoire au début, même si l'on veut exercer notre vigilance, parce qu'on n'a pas utilisé ces fonctions mémoire, on ne repérera pas le moment où l'esprit va partir. On va commencer à méditer, puis on va commencer à être distrait, on va rester des dizaines de minutes, des heures peut-être même à penser à autre chose, et tout à coup, longtemps après, on va se rendre compte qu'on était parti ailleurs. Parce que la fonction mémoire, au début, n'aura pas fait son travail de remontage, de stimulation interne. C'est comme un enfant qui va dehors jouer, il est tellement absorbé dans ses jeux qu'il joue et qu'il oublie que sa mère doit lui rentrer à telle heure. Pour notre esprit, c'est la même chose. Si cette fonction mémoire n'a pas bien été utilisée dans sa fonction de développement au départ, notre esprit va faire 4 fois le tour de la Terre et on ne va pas penser du tout à notre méditation pendant très longtemps. L'esprit ira en Amérique, ira en Angleterre, ira en Allemagne, ira en Espagne, ira partout dans les pays d'Europe, etc. Il est même vraisemblable qu'en période d'hiver, votre esprit aura tendance à se diriger vers les régions montagneuses et neigeuses. Et curieusement, en période d'été, c'est plutôt vers les régions sablonneuses et méreuses que l'esprit se dirige. Ceux d'entre vous qui aiment bien les choses de la vie ont plutôt un esprit qui se dirige vers les restaurants. Sérieusement, donc si au départ, votre fonction mémoire est utilisée de façon efficace, c'est-à-dire que vous développez bien cette détermination à méditer de façon efficace, votre vigilance pourra fonctionner très bien parce que dès que l'esprit va commencer à bouger, votre vigilance va la repérer. Ceci dit, au départ, cette fonction mémoire doit vous déterminer à avoir une méditation qui est bonne, mais cette fonction mémoire qui est celle qui tient l'esprit en quelque sorte sur son image mentale ne doit pas pour autant être tendue, ne doit pas être crispée pendant la méditation. Un jour, on avait donné l'exemple d'un brin de laine. J'en ai pas de suffisamment gros pour vous montrer, mais si vous prenez, imaginez que ce mouchoir soit un brin de laine, vous savez que le brin de laine donc, est entouré sur lui-même comme ça. Et à son état normal, on voit les fibres qui tournent les uns autour des autres. Ça, c'est la mémoire telle qu'elle doit être utilisée pendant la pacification stable, c'est-à-dire que le fil est tendu, mais les fibres sont régulièrement orientées. Mais si au contraire vous faites un effort, vous crispez, c'est un petit peu comme quand vous tordez un brin de laine sur lui-même, vous voyez que les fils se tendent, on voit qu'ils se tendent sur eux-mêmes, et à la fin on ne distingue plus la trame du fil. Là, ce n'est pas bon. Votre mémoire est beaucoup trop tendue pendant la méditation. Donc il faut que votre mémoire soit suffisamment tendue pour maintenir votre objet mental, mais suffisamment relâchée pour ne pas qu'elle soit crispée.
이게 방금 뭐 봤지? 전부 직선, 저 전부 남지. 다 잡아. 네, 다도 저. 네, 다는